Bonjour à tous, aujourd'hui on va se demander comment le phénix chinois est devenu un pan dans le Maghreb et comment une porcelaine japonaise est devenue une vaisselle de cérémonie au Maroc. Parmi les oiseaux mythologiques qu'on connaît un petit peu partout sur Terre, on trouve le simorgue persan, le garouda indien, le horus égyptien, le phénix grec, mais aussi son cousin, le fenghuang qu'on appelle faussement le phénix chinois. Le fenghuang, c'est un animal fabuleux, c'est une chimère. Il est composé de plusieurs parties de différents animaux. On dit qu'il a la poitrine d'une oie, le cou d'un serpent, le front d'une poule, un dos de tortue, un bec de coq, l'arrière d'un cerf et une queue de pan. Le fenghuang chinois, c'est un animal qui est associé au feu, à la loyauté et à l'honnêteté. Et il est finalement devenu une représentation de l'impératrice de Chine, et c'est pour ça qu'on le voit très souvent en association avec le dragon qui lui représente l'empereur. Donc les deux fonctionnent ensemble. On voit le phénix Fenghuang qui représente l'impératrice et le dragon qui représente l'empereur. Ces représentations vont varier suivant l'histoire et les cultures parce qu'on va le retrouver dans tous les mondes sinisés. On va le retrouver en Corée, au Vietnam, en Thaïlande dans la plupart des temples chinois et au Japon où on va le retrouver entre autres comme élément décoratif sur les porcelaines. Et ces porcelaines japonaises vont voyager jusqu'au Maroc dans une vaisselle qu'on appelle taos. Au Maroc, cette vaisselle est devenue indispensable à tout repas de fête et chaque famille se doit de posséder au moins des plats dans lesquels on mange tous ensemble, mais aussi des bols, des tasses, des vases et même des tagines. Et ce mot taos par lequel est connu ce style de vaisselle signifie pan en arabe parce que le phénix n'a pas une grande signification symbolique dans cette partie du monde, contrairement au pan qui lui est chargé symboliquement. Alors le pan, c'est un animal qui vient du monde asiatique, mais il est connu en Occident et au Moyen-Orient depuis au moins 2500 ans, donc il a eu le temps de se faire une place dans les imaginaires collectifs. Le pan, c'est un animal qui est ambigu, il peut être chargé positivement ou négativement, ce qui ne s'oppose pas forcément en Asie où tout est histoire d'équilibre. Par exemple, dans le sud de l'Inde, on trouve le pan associé au dieu Murugan, qui est un dieu très important, qui est le fils de Shiva, donc le frère de Ganesh. En Asie, on le connaît surtout en Malaisie, puisqu'on a la plus grande représentation mondiale du dieu Murugan, qui se trouve au Batu Caves de Kuala Lumpur. Et cette divinité très importante au Tamil Nadu est célébrée le jour de la fête de Thaipusam. Ce festival célèbre la victoire de Murugan sur le démon Surapadman. Et dans cette bataille, le démon se transforme en arbre géant qui va se tenir au milieu de l'océan. Murugan va le fendre en deux grâce à son arme qu'on appelle Vel, en deux parties qui vont se transformer, une en coque et l'autre en pan. Par sa domination, Murugan soumet le pan qui devient son véhicule qu'on appelle désormais Mayil. Et dans certaines représentations, on le voit aussi en présence d'un serpent qui est un animal qui est fortement associé au père de Murugan, de Shiva. Et dans ce grand combat épique, le coq est représenté comme une manifestation de l'ego et le pan une manifestation de la vanité. Parce que c'est le problème du pan. Il est beau et il le sait. Dans la tradition islamique tardive, on trouve un texte du XVIe siècle, un texte qui a circulé entre le Maroc et l'Inde, mais surtout en Indonésie et en Malaisie. On sait peu de choses de son auteur, mais son texte fait écho à des traditions antérieures. Avant la création du monde lui-même, Allah va créer la lumière mohammedienne, la nour du futur prophète de l'islam, et on la représente apparaissant derrière un voile de perles blanches sous la forme d'un pan qu'il place sur un arbre pendant 40 000 ans. Ensuite, Dieu crée le miroir de la honte dans lequel le pan va pouvoir voir la beauté de sa parure. Ça lui plaît et il a honte de son autosatisfaction au point que 6 gouttes de sueur vont perler de son corps. Des 4 premières gouttes de sueur, Dieu va créer les 4 premiers califes de l'islam qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. On trouve à peu près la même histoire dans le monde chiite, mais à la place de ces 4 califes, on va trouver des membres de la famille du prophète. On va trouver Ali, ses fils Hassan et Hussein et sa fille Fatima. Des traditions juives et chrétiennes associent le pan au paradis et ça va être aussi le cas de certaines traditions islamiques. Dans cette représentation pakistanaise, on voit la Kaaba et la mosquée du prophète entourées de 2 pans et de 2 roses et on voit la lumière mohammedienne en fond. Mais le pan reste quand même un animal ambigu. Dans des textes du XIIIe siècle, on trouve l'histoire du démon qui, chassé du paradis, va flatter le pan pour l'aider à y revenir.
le pan va hésiter et finalement confier cette tâche au serpent qui va cacher le démon entre ses crochets. C'est à travers sa bouche qu'il va tenter le couple originel, donc Adam et Ève, qu'on appelle en arabe Adam et Hawa. Ils vont être chassés du paradis avec le pan et le serpent qui à cette occasion va perdre ses pattes. On voit ici le serpent sur cette peinture avec ses 4 pattes et là on est frappé de voir une telle ressemblance avec la représentation du dragon chinois. Et même le pan ressemble étonnamment au Feng Huang, donc à eux deux, ils ressemblent à une représentation du couple impérial chinois. Bref, tout ça pour dire que même si le pan n'est pas cité directement dans le Coran, on le trouve dans ses traditions tardives et sur ces porcelaines japonaises au Maroc. Mais comment sont-elles arrivées là? Une exposition au Musée national de Bangkok nous raconte l'histoire du commerce de la céramique et de la porcelaine entre la Chine, le Japon et le Siam. Comment les poteries chinoises, coréennes et japonaises ont circulé sur les routes de la soie en connectant l'Extrême-Orient au Proche-Orient et à l'Occident jusqu'à l'arrivée de la porcelaine bleue et blanche. La finesse et la blancheur de la porcelaine chinoise va être atteinte grâce à la découverte et à l'introduction du kaolin. Mais la technique de décoration à l'aide d'une peinture bleue va venir du Moyen-Orient. Les Mésopotamiens décoraient déjà leur poterie et leurs faïences à base d'une couleur bleue atteinte à partir de lapis lazuli. C'est une pierre semi-précieuse qu'on va pouvoir réduire en poudre. Et pour imiter cette couleur bleue de façon moins onéreuse, les Arabes abbassides vont faire de la peinture à partir de cobalt qu'on trouve dans le Hejaz, la péninsule arabique. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, les échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et la Chine vont introduire cette technique auprès de la dynastie des Song, à une époque où le cobalt sera importé de Perse. Les Chinois appellent cette couleur bleue le bleu musulman et en anglais on l'a aussi appelé le Mohammedan Blue. La production de porcelaine bleue et blanche va être exportée par des musulmans qui sont situés à Canton et aussi par les expéditions du marin chinois musulman Zheng He qui va visiter l'Inde, le golfe Persique et les côtes est de l'Afrique. Ce type de porcelaine bleue et blanche va connaître un succès croissant en Occident mais aussi au Proche-Orient. Au XVIe siècle, une production industrielle sera fabriquée spécialement pour les mondes musulmans avec dessus des calligraphies arabes ou persanes. Au XVIIe siècle, on sait que des millions de pièces de porcelaine bleue et blanche vont rentrer en Europe, transportées et vendues par des marchands hollandais qui avaient déjà remplacé les Portugais dans le commerce maritime international. Des copies de cette céramique chinoise vont être produites dans l'Empire ottoman, notamment à Iznik, avant que les Européens ne s'emparent du marché, et on va retrouver des manufactures en Angleterre, en Hollande ou en France. Dans la mosquée Kudikao, une des plus vieilles mosquées de Bangkok, on peut voir des assiettes chinoises incrustées dans les murs de la mosquée. On pourrait y croire des productions asiatiques, mais j'ai pu voir exactement les mêmes au musée islamique de Kuala Lumpur, et on peut voir aux deux de ces assiettes qu'elles sont fabriquées par l'entreprise britannique Copeland's Paul en 1833. Dans la salle de prière de la mosquée Harun, qui est située dans le quartier de l'ambassade de France à Bangkok, on a aussi ces céramiques bleues et blanches avec des calligraphies musulmanes dessus, et celles-là, c'est des céramiques de fabrication contemporaine et locale. Donc on va retrouver des centaines de milliers, des millions de ce type de céramique en Europe, au Proche-Orient, mais étonnamment, on n'a quasiment aucune trace dans le Maroc lui-même. Alors la raison, c'est peut-être que le Maroc produisait déjà depuis le XVIIe siècle des poteries et des faïences à fond blanc avec des décorations bleues, comme on le voit ici sur ce morphéa fabriqué à Fès à la fin du XVIIe. Le Maroc a été un grand producteur de faïences, de porcelaine et de céramique, notamment dans la ville de Fès, où on parle aujourd'hui du bleu de Fès, une couleur produite aussi par du cobalt. Mais revenons en Asie. Le Japon appréciait particulièrement les porcelaines chinoises, mais aussi les porcelaines coréennes. Et au cours des guerres que le Japon va mener en Corée, ils vont déporter de nombreux maîtres potiers au Japon. Et ce sont eux qui vont découvrir des gisements de kaolin près de la ville d'Arita, où ils installent des fours et vont produire une porcelaine blanche qui va venir concurrencer le monopole chinois vieux de plusieurs siècles. Au cours du XVIIe siècle, les guerres en Chine vont stopper le commerce et on va voir la destruction de nombreux fours. Là, on va avoir des artisans, des potiers chinois qui vont s'exiler au Japon et ils vont perfectionner la production locale. Et c'est à la même époque que les Hollandais vont donc se tourner vers le Japon pour s'approvisionner en porcelaine dont l'Europe commence à devenir très friande. C'est la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui va organiser le marché, puisqu'ils sont, à partir de la fermeture du Japon, les seuls étrangers autorisés à commercer. Plusieurs styles vont naître par la créativité des potiers, mais aussi par la pression des goûts des clients étrangers.
L'association du bleu de cobalt, du rouge de fer et du doré sur un fond blanc va produire un style qu'on appelle kinrande, qui signifie brocart d'or, un style dont les décors floraux et asymétriques va avoir beaucoup de succès en Occident. Toute cette production fabriquée dans la ville d'Arita va être exportée depuis le port d'Imari et c'est sous ce nom qu'elle va être connue. À partir de ce moment-là, on ne parlera plus de la porcelaine d'Arita, mais on va parler de la porcelaine d'Imari. C'est aussi à la même époque que des porcelaines chinoises vont arriver au Siam. Elles vont être transportées par des jonques chinoises, mais on va aussi trouver des porcelaines japonaises, elles transportées par les Hollandais jusqu'au Siam. Et aussi grâce à l'aide de bateaux siamois qui vont commercer avec Nagasaki, qui vont transporter de la céramique, des porcelaines thaï, qu'on va retrouver, on a beaucoup de traces au Japon, donc on les retrouve là-bas, et ils vont aussi bien évidemment ramener des porcelaines japonaises au Siam. Mais le quasi-monopole de la porcelaine tenue par le Japon va s'affaiblir au XVIIe siècle quand une paix relative va s'installer en Chine et que les Chinois vont reprendre la production de ce type de porcelaine Imari vers laquelle va se tourner les marchands hollandais puisque la production est plus régulière mais surtout beaucoup moins chère. On dit qu'elle est 2 fois moins chère que la production qui a été faite au Japon. Et en plus, les Européens eux-mêmes ne vont pas tarder à produire des copies dans des ateliers de Londres, de Varsovie, de Paris, de Montreuil ou de Amstel en Hollande. Et à partir de 1792, la Compagnie orientale des Indes britannique va arrêter de se fournir en Chine et va se tourner uniquement vers la production européenne. La porcelaine Imari de style kinrande va se retrouver un petit peu partout en Europe et chaque grande maison se doit de posséder au moins un service, un vase ou une assiette. Alors que les gens du Moyen-Orient étaient connus pour préférer la porcelaine bleue et blanche, les Européens, eux, ont vraiment un faible pour cette porcelaine très colorée. Et bien qu'elle soit 2 fois plus chère que la porcelaine blanche et bleue, c'est celle-là qu'on va retrouver au Maroc. Et ça parce que ce marché était organisé par les Anglais et les Hollandais qui avaient des contacts commerciaux très forts avec le Maroc. Ils étaient présents dans les ports marocains depuis le XVIIe siècle. En 1721, dans les cadeaux diplomatiques britanniques faits au sultan Ismaël, on va retrouver des porcelaines chinoises. Des porcelaines qu'on va retrouver faites en cadeau au gouverneur de Tétouan en 1727 et c'est exactement les mêmes porcelaines qu'on va retrouver dans les collections marocaines, dans les collections de la reine Elisabeth II ou même au palais Topkapı d'Istanbul. La demande marocaine pour ce type de porcelaine va devenir croissante et les attaques répétées des bateaux européens qui les transportent ne suffiront pas à alimenter la demande marocaine. On sait aussi, et j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait sur l'histoire du thé, dont je vous mets le lien ici, que le thé était transporté depuis la Chine vers le Maroc dans des porcelaines chinoises. Et on sait que depuis le XVIIIe siècle, il y a une corrélation entre le commerce du thé et le commerce de la porcelaine vers le Maroc. Le commerce de ces deux produits allait de pair. Les jarres et les boîtes en porcelaine protégeaient le thé des altérations olfactives ou liées à l'humidité. Et on a des chroniques des voyageurs européens au XVIIIe qui témoignent que le sultan buvait le thé chinois dans des porcelaines d'origine chinoise. La mode de la vaisselle Imari au Maroc va se répandre depuis les classes aisées des XVIIIe et XIXe siècles vers l'ensemble de la société marocaine au cours du XXe siècle. Et on trouve l'évocation du terme taos attesté dans des documents depuis le XIXe siècle. Ce mot taos, qui, je vous le rappelle, en arabe signifie pan, qui va finir aussi par désigner toute cette vaisselle, toute cette porcelaine qui va être définitivement associée à la Chine. Et en tout cas, dans l'imaginaire marocain, cette vaisselle se doit d'être chinoise. Au cours du XXe siècle, les armoires vitrées et les vaisseliers vont remplacer progressivement les alcôves qu'il y avait dans les murs et on va se mettre à afficher cette vaisselle comme un signe de luxe et de raffinement. Et aujourd'hui, elle est devenue un élément indispensable à chaque grande occasion. Que ce soit des naissances, des mariages ou des repas de famille, chaque occasion est bonne pour exhiber ses plus belles pièces. Et il est assez difficile aujourd'hui au Maroc d'être invité dans une famille sans avoir au moins un plat qui est servi dans ce type de porcelaine chinoise. Et quand la reine d'Angleterre rend visite à son homologue marocain, là c'est le roi Hassan II, ils mangent ensemble dans un plat taos. Et ça va être systématiquement le cas quand le roi actuel, Mohamed VI, reçoit des délégations étrangères. Et c'est certainement la plus belle illustration de l'intégration de cette vaisselle dans la culture marocaine, une vaisselle qui est d'origine japonaise, mais encore une fois,
qui est perçue comme étant totalement chinoise par les Marocains. C'est une histoire de famille, ça fait partie de patrimoine, ça fait partie de notre culture et ça fait partie de l'art de table marocain. Et surtout par les Marocains, parce que si vous regardez par exemple des livres de recettes marocaines, en général les plats qui vont être présentés sont présentés dans de la poterie traditionnelle marocaine, dans ce genre de poterie, mais très rarement dans des porcelaines chinoises qui pour les étrangers ne sonnent pas comme quelque chose de marocain. Donc pour résumer cette longue histoire, on peut dire qu'on est en présence d'une porcelaine chinoise qui a été perfectionnée par des artistes et des artisans japonais et coréens, copiée ensuite par des Chinois, par des ateliers européens, qui va être vendue par des Hollandais et des Anglais au Maroc, où elle va finir par être produite localement, puisque depuis plusieurs décennies, cette vaisselle de type Taos est produite notamment à Fès par plusieurs ateliers qui la considèrent comme partie intégrante de la production de porcelaine, de faïence ou de poterie qu'on va trouver un petit peu partout au Maroc. Et c'est comme ça que ce phénix chinois, ce Feng Huang, finira par devenir un pan représenté sur ces vaisselles au Maroc, mais aussi dans son nom, dans cette vaisselle qu'on appelle Taos. J'imagine que parmi vous, il y en a qui connaissent cette vaisselle, d'autres qui ne la connaissent pas. Si vous allez au Maroc, regardez, vous la verrez à peu près partout dans les familles, pas forcément à l'extérieur, plus rarement dans les restaurants. Mais je peux vous garantir que c'est vraiment un élément très important de la culture marocaine aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, c'est important pour l'algorithme de YouTube, tout ça, à commenter, à partager, aidez-moi à faire connaître cette chaîne qui a du mal à démarrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour parler d'un tout autre sujet. Bye bye.